À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on est avec Sarah Lachaud, qu'on avait déjà invitée il y a quelques mois. Sarah, tu es psychomotricienne et tu nous avais parlé des secrets de la motricité en crèche. C'est un épisode que les auditeurs ont adoré. Bonjour Sarah. Bonjour! Alors aujourd'hui, Sarah, de quoi tu vas parler à nos auditeurs? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer et vous partager 3 activités pour les moins de 12 mois que vous allez pouvoir facilement remettre en crèche et qui sont très bénéfiques pour le développement psychomoteur de l'enfant. Génial. Alors ça tombe bien parce que les moins de 12 mois, ils arrivent à la crèche là en ce moment et ils vont avoir pas mal de mois à la crèche où ils sont encore tout petits. Et c'est vrai que pour les pros de la petite enfance, tu sais que c'est pas toujours évident d'avoir un groupe de bébés. Donc ça peut aller de un bébé dans certaines crèches et micro-crèches jusqu'à 5, 6 dans les plus grosses crèches. Il y a quand même des groupes de parfois de 10, 12, 15 bébés. On va pas dire qu'il y en a plus que ça, mais il y a quand même des grosses crèches où il peut y en avoir même plus. Et c'est vrai que parfois les professionnels sont un petit peu plus démunis avec un bébé parce qu'avec un moyen grand, on sort un puzzle, on sort des Lego, on sait à peu près quand même, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les moyens grands. Mais par contre, les petits bébés au tapis, c'est toujours un petit peu plus créatif. Il faut avoir des idées, trouver des idées. Alors là, tu vas nous aider. Alors on commence par quoi? Alors, on va commencer par la spécialité du psychomotricien, c'est-à-dire le parcours moteur. Donc le parcours moteur, ça c'est vraiment le grand classique qu'on peut proposer dans les crèches, qu'on peut proposer à tous les âges de la vie. Bien sûr, au moment où l'enfant commence à se déplacer, on ne peut pas proposer un parcours à un petit de 3 mois, bien sûr. Mais en tout cas, à partir de 6-7 mois en général, quand le bébé commence à ramper, on peut proposer un parcours. À partir de 6-7 mois, tu vas commencer par proposer un parcours. Est-ce que tu vas devoir investir dans du matériel un petit peu en mousse, comme on voit chez les fournisseurs, qui coûte quand même assez cher? Qu'est-ce que tu vas utiliser comme matériel? Alors, ce qui est intéressant avec les parcours, c'est qu'on a vraiment une possibilité infinie. On peut varier à chaque fois le matériel. Donc, on peut utiliser en effet des modules de motricité, on peut utiliser des tapis, on peut mettre sur ce tapis des petits obstacles, par exemple des coussins par-dessus lesquels le bébé va devoir passer. On peut mettre un tunnel, on peut mettre des cerceaux, voilà, on peut vraiment mettre plein de choses. Donc en général, c'est du matériel qu'on retrouve un peu dans toutes les crèches. Mais c'est vrai qu'avoir quand même quelques modules de motricité, moi je trouve ça intéressant, surtout quand ils sont variés. On va avoir une pente, un petit escalier, voilà, on varie parce que ça sollicite pas les mêmes compétences et les mêmes stratégies motrices chez le bébé quand il va devoir les escalader. Alors attention à la hauteur de ces modules, parce que parfois dans les micro-crèches, on a vite tendance à prendre du matériel un peu entre guillemets pour tous les âges, mais en fait, la hauteur d'une pente ou d'un cube, pour un bébé de 7 mois, c'est pas du tout la même que pour un enfant de 3 ans. Exactement. Il peut l'escalader, mais c'est sûr que par contre, quand on en a plusieurs, là, la notion de sécurité, elle n'est pas la même, bien sûr, que quand on est du un pour un avec les enfants. Là, si on en a plusieurs en même temps, je suis d'accord avec toi, il vaut mieux faire attention aux tailles. Donc, à bien regarder sur les sites avant de commander, de bien regarder en centimètres les hauteurs des modules. Et alors, est-ce que tu as vu des crèches où il y avait les modules en bois et les modules en mousse dans d'autres crèches? Est-ce que tu as pu voir la différence? Parce que je sais qu'il y a de plus en plus de ventes de modules de motricité en bois, mais est-ce que du coup ça fonctionne bien? Alors les seuls modules en bois que j'ai vus, ça va être, tu sais, le triangle de Pickler. On peut mettre une planche. C'est plus souvent quand même des modules de motricité en mousse. Moi, c'est vrai que je vais préférer ceux-là parce que quand j'utilise le triangle de Pickler ou des planches à mon cabinet, là, j'ai vraiment besoin d'être autour de l'enfant. Au cas où il y a une chute, au cas où il se cogne, etc. Vraiment besoin d'une certaine vigilance. C'est plus sur le taux d'encadrement en fait que tu vois la différence. Exactement.
C'est plus haut, c'est moins évident, c'est moins intuitif aussi, donc ça demande quand même plus d'équilibre, etc. Alors qu'un module de motricité, en général, ils sont pas très hauts. En général, même si l'enfant se cogne, ça fait beaucoup moins mal que quand on se cogne avec un support en bois. Donc c'est vraiment au niveau de la sécurité, au niveau de la vigilance que je dirais que c'est différent. Sinon, en fait, peu importe ce que l'enfant il escalade, qu'il escalade une poutre, qu'il escalade un truc en mousse, qu'il escalade un coussin, qu'il escalade par-dessus son lit. En fait, tant qu'il escalade, c'est intéressant. Ok, donc il y a vraiment un intérêt aussi à avoir quelque chose qu'on va escalader plus que quelque chose de plat au sol avec très peu de choses à escalader en fait. L'escalade, c'est le meilleur exercice de motricité qu'on peut proposer à un bébé. Même moi, par exemple, quand je travaille le passage du rampé aux quatre pattes, le fait de faire escalader l'enfant, ça lui permet de trouver de nouveaux appuis. Il va repousser le sol avec ses bras et donc il va les tendre. Et il va aussi enrouler son bassin pour se retrouver à genoux. Et en fait, souvent, c'est comme ça que le bébé trouve comment passer du rampé aux quatre pattes. C'est en escaladant parce qu'il aura pris appui sur ses bras tendus et sur ses genoux. Et même pareil, moi, c'est un exercice que je recommande beaucoup, c'est de monter les escaliers à quatre pattes. Ça, c'est un exercice qui est extrêmement riche, qui va solliciter toutes les parties du corps, tous les muscles du corps, et ça prépare vraiment à la marche aussi, puisque du coup, en repoussant sur son pied, il va se retrouver en fait quasiment debout, tu vois. Donc, on travaille aussi le fait de passer du sol à la position debout, donc c'est vraiment très très intéressant. L'escalade, c'est vraiment top. Même quand le bébé a un déplacement qui peut être asymétrique, il va ramper avec une seule jambe ou faire du trois pattes au lieu de faire du quatre pattes, et ben le fait de le faire escalader, ça vient corriger toutes ces asymétries puisque le bébé est obligé d'utiliser toutes les parties de son corps pour escalader. Ah oui, donc c'est vraiment très riche. Tu vois, je n'avais pas en tête cette différence entre le parcours de motricité à plat et l'escalade. C'est pas les mêmes appuis. Ok, alors pour des bébés de 7 mois, est-ce que tu vas privilégier de le faire à une certaine heure de la journée et combien de temps ça va durer cette activité? Alors l'horaire idéal quand on propose une activité, même d'une manière générale, je trouve que ça dépend surtout du niveau d'état de vigilance du bébé. Donc ça, je ne sais pas si tu connais, c'est les états d'éveil de Pritchell. Pritchell. Je ne sais plus comment ça se prononce à chaque fois, mais qui en tout cas a décrit 5 niveaux d'état de vigilance chez le bébé. Et je trouve que c'est intéressant quand on s'y intéresse. Il y a aussi Brazelton qui s'est intéressé, il a rajouté, c'est lui, un sixième état. Lui, il parle de niveau d'état de conscience, mais c'est à peu près la même chose. Et en tout cas, si on part du principe pour proposer une activité motrice, on va plutôt, nous, se focaliser sur le niveau 4. Donc quand le bébé est éveillé et qu'il est agité, qui va vraiment chercher à se déplacer, à mettre son corps en mouvement, plutôt que quand il est dans un état où il n'est pas disponible parce qu'il a faim ou parce qu'il est fatigué, parce qu'il a envie de dormir, etc. Donc nous, on va plutôt se focaliser quand l'enfant il est éveillé et qu'il a envie de bouger. Ce serait ça l'horaire idéal. Et donc, bien sûr, ça dépend de chaque bébé. Mais je dirais que c'est dans un moment où ses besoins primaires ont été satisfaits. Donc, qu'il a dormi, qu'il a fait sa sieste, qu'il a digéré et qu'il a mangé. Ça, c'est vraiment, je pense, le point un peu critique pour les pros qui travaillent dans la section bébé. Donc, si je prends l'exemple des micro-crèches, donc moi, ma référente bébé, si elle en a, je sais pas moi, 5, bon, parfois c'est moins, parfois c'est 5, mais bon, la personne, elle accueille ses bébés entre, on va dire, 7h30 et 9h. Et il y en a qui sont levés très tôt, qui vont refaire une sieste, etc. Et puis, elle va avoir beaucoup de change, en fait. Elle va devoir enchaîner pas mal de soins. Donc, elle est toujours plus ou moins en train d'en coucher un, d'en changer un autre, éventuellement de donner un biberon. Donc, il faut qu'elle définisse, c'est ça, je pense, le plus important, c'est qu'elle définisse un peu sa fenêtre de tir en se disant, bon, bah, il va y avoir à peu près à telle heure, à 10h par exemple, il va y avoir un petit temps où je devrais normalement ne pas avoir de repas à donner, ne pas avoir de sieste à donner. Et c'est à ce moment-là que je vais essayer de faire ce parcours avec tous les enfants du coup, ou comment elle va faire? Alors justement, c'est exactement ce que j'allais te dire, que même moi, quand j'organise des ateliers en crèche, c'est extrêmement rare que j'ai tous les bébés ou tous les enfants d'une même tranche d'âge qui soient disponibles pour l'atelier parce que comme tu dis, il y en a qui sont en train de faire leur sieste, il y en a qui sont en train d'être changés ou il y en a qui sont juste pas dispo. En fait, tout simplement, ils n'ont pas envie, ils ont plutôt envie d'être tranquilles. Je pense que ça aussi, c'est assez rare. Il faut pas se prendre trop la tête. C'est pas grave s'il y en a un qui est en train de dormir ou s'il y en a un qui a pas envie de faire l'activité.
Et de toute façon, la durée, elle est assez courte. Ça va dépendre aussi de l'âge et de l'intérêt du bébé. Donc c'est pour ça il faut vraiment être attentif aux signes de fatigabilité ou de saturation du bébé, parce qu'il faut vraiment que ça reste du plaisir. Donc en général, à cet âge-là, voilà, ça dure entre 5 et 10 minutes. Bien sûr, parfois ça peut être plus long, parfois ça peut être plus court, mais en général, on va être sur 5-10 minutes. Ok, donc environ 5-10 minutes, restez attentif aux signes de fatigue. Et bien entendu, ça je suis d'accord avec toi, on n'a pas du tout besoin que tous les enfants soient disponibles. En fait, je te parlais de ça parce que je pensais plus à la disponibilité de l'adulte. C'est-à-dire que évidemment que s'il y a des enfants qui sont en train de dormir, c'est pas grave, ils feront l'activité à un autre moment. Mais par contre, est-ce que l'adulte, lui, est disponible? Moi, c'est plus ça parce que, en fait, les cas dont tu parles, c'est quand toi, tu es là, donc tu es en plus. C'est ça. Mais c'est vrai que quand t'es pas là, si moi je suis avec mon petit groupe, il faut que je trouve quand même le moment où je suis ni en train de faire le change, ni en train de donner un repas, ni en train d'accompagner une sieste. Mais bon, c'est un atelier qui va prendre 5 à 10 minutes par enfant, ou au global, je sais pas. Au global. Et donc, il faut que je prévoie aussi, je pense, 5-10 minutes pour installer mon petit parcours. 10 minutes, je pense que ça fait beaucoup quand même. 5 minutes, je pense que ça suffit, sauf si bien sûr tu es interrompu entre-temps parce qu'il s'est passé, il y a eu des interférences, on va dire. Mais en général, ça se met vraiment assez rapidement. Alors, pour le déroulement de cette activité, moi, ce que je faisais, tu vas me dire si c'est une bonne idée, mais ce que je préconisais en tout cas avec mes équipes dans mes micro-crèches à la Girafe étoilée, c'était de prévoir en fait des parcours, au moins un parcours, un peu de type, pour que la pro, elle n'ait pas besoin de trop réfléchir à son parcours quand elle a que 5 minutes pour l'installer. Elle sait déjà, elle a une photo entre guillemets ou voilà, ou un petit plan où elle sait à peu près comment elle veut faire son parcours pour qu'il y ait un début, une fin, que ça soit fluide et qu'elle n'ait pas besoin de créer en fait le parcours à chaque fois. Ouais, de toute façon, on fait comme on peut. Si on a très peu de temps, et ben en effet, c'est une bonne idée de se dire bon bah voilà, ça c'est le parcours type, je l'installe comme ça et comme ça après on commence l'activité. Et puis si parfois bah, on a un petit peu plus le temps et qu'on est un petit peu plus disponible, et ben on se dit bah tiens, là je vais échanger telle chose, là je vais rajouter telle chose pour aussi qu'il y ait de la nouveauté et de la variété. Donc ça dépend vraiment de la possibilité et de la disponibilité de la personne qui organise le parcours. Donc au niveau du déroulement, pour les enfants de moins de 12 mois, c'est vrai que c'est assez difficile de suivre un parcours de A à Z parce qu'ils ne sont pas encore dans cette notion de bah il y a un début, il y a une fin, faut que j'aille jusqu'au bout, etc. Donc là, moi, ce que je propose aussi et que j'aime bien faire, comme ça aussi, ils ne sont pas tous les uns sur les autres parce que ça dépend aussi. Le petit de 6 mois qui commence son petit rampé et par contre celui de 10 mois qui a bien son quatre pattes qui est installé. C'est pas comme avec des enfants de 2-3 ans où on peut leur demander d'attendre le tour, etc. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien installer des petits obstacles qui sont un peu éloignés, séparés. Pas trop, tu vois, l'idée c'est qu'ils soient, toi tu as une petite pente et un petit escalier, puis un petit peu plus loin, tu as une arche par-dessus laquelle tu dois passer. Mais qu'en tout cas, voilà, ils soient un tout petit peu espacés les uns des autres, comme ça, bah, chacun les explore quand il a envie. On peut même du coup plus se focaliser sur un petit obstacle. L'idée aussi, c'est pas que l'enfant juste il passe par-dessus et qu'ensuite il continue. C'est intéressant, comme quand il joue avec un jouet. Quand il manipule un hochet, l'enfant, il va le découvrir de toutes les façons possibles. Il va le regarder, il va voir comment il peut taper avec sur le sol, il va taper dans l'autre main, il va le mettre en bouche, il va tourner ses poignets. Tu vois, en fait, avec un même objet, il va faire plein de choses. Et c'est intéressant aussi, bah, tu as juste un escalier et une pente. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va pas forcément juste passer par-dessus son escalier et redescendre la pente. Peut-être qu'après, du coup, il va faire demi-tour et tester la pente, puis l'escalier, puis passer par le côté pour essayer d'enjamber plus haut et puis redescendre par son escalier. Tu vois, je trouve que c'est intéressant aussi, en fait, de leur laisser la possibilité d'explorer de différentes façons un seul module. Donc, moi, j'aime bien faire ça et les espacer un peu pour qu'ils passent d'un module à un autre. Ce que tu veux dire, c'est que pour le bébé de moins de 12 mois, il n'est pas dans la même recherche, dans la même logique que l'enfant un peu plus grand, qui lui va plutôt être dans cette idée de parcours, alors que le bébé, il est plutôt dans une déambulation, un peu d'exploration, mais parfois il va rester au même endroit, c'est un peu plus anarchique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une exploration motrice qui va vraiment être libre, quoi. Puis ça se trouve, voilà, ça lui plaît beaucoup. Bah tiens, qu'est-ce que je peux faire encore? Je trouve que c'est hyper intéressant, justement, plutôt que de dire, allez, continue. Donc on va plutôt espacer nos modules et faire une sorte d'espèce de déambulation
qui peut prendre vraiment une bonne partie de la section du bébé, enfin de son espace. Ouais, c'est ça. Puis même, tu vois, pour passer d'un module à un autre, eh ben, ça va lui demander de ramper. Ou du coup, de faire un petit peu plus de quatre pattes. Donc, en plus, t'es même pas que sur du coup des structures hautes. T'es aussi sur du plat, finalement, tu vois, pour passer en fait de l'un à l'autre. Et du coup, on varie et c'est assez intéressant. Donc, on peut faire ça. On peut aussi, bien sûr, installer les modules en ligne droite. On peut aussi les installer en U. On peut les installer en cercle. Voilà, il y a vraiment plusieurs types d'installations. Mais en tout cas, voilà, là, on n'hésite pas surtout à bien accompagner l'enfant et à lui montrer aussi, surtout à partir de 9 mois où il commence à être dans l'imitation, si jamais on veut voilà, lui montrer comment faire le parcours en U ou en cercle ou en ligne droite, voilà, qu'on veut quelque chose d'un petit peu plus construit. À partir de 9-10 mois, quand l'imitation elle se met en place, on peut commencer à lui montrer pour qu'il essaie de reproduire tout ça. Génial, j'ai envie de m'y mettre tout de suite. Est-ce qu'il y a des points de sécurité à surveiller sur cette activité? Il faut que le parcours qui soit proposé, les modules, il faut qu'ils soient bien adaptés aux compétences motrices des bébés. Comme on disait tout à l'heure, si c'est un bébé qui de 6 mois, 6-7 mois qui commence à ramper, ou même plus tard, mais qui commence à se déplacer, bien sûr, on ne peut pas lui proposer quelque chose qui est trop haut. Faire attention aussi à ce qu'on propose. C'est exactement comme on disait tout à l'heure, entre une structure en bois qui est plus haute et qui va demander plus de vigilance, eh ben, on va peut-être être plus avec l'enfant qui est en train de passer cet obstacle-là, plutôt que quand c'est des parcours qui sont en mousse et plus bas, où là, on peut se permettre de ne pas être un pour un adulte pour un enfant. Si c'est des âges qui sont très différents, faire attention aussi aux plus petits en restant près d'eux, attirer l'attention des plus grands sur les plus petits. Et de toute façon, des chutes vont être inévitables. De toute façon, dans le développement de l'enfant, il y aura forcément des chutes. Mais par contre, si on peut essayer de prévenir les plus importantes, notamment quand on est sur des structures qui sont assez hautes, etc., c'est sûr que c'est l'idéal. Alors, moi, j'ai une expérience en fait en crèche d'un enfant qui s'est cassé la jambe parce que il était. Alors, c'est un enfant qui démarrait en fait la marche et qui était assez petit, qui devait avoir, je crois, de mémoire, une vingtaine de mois. Et puis, il était avec des grands en fait. Et les grands qui ont 3 ans, 3 ans et demi, eux, ils sont très moteurs. Et le petit, il imite les grands, mais il n'est pas forcément prêt à faire la même chose qu'eux. Et pourtant, c'était des petits modules, hein. Il s'est cassé la jambe en chutant d'un module de 10 cm de haut. C'est juste que il n'avait pas les mêmes compétences motrices que le plus grand qu'il était en train de suivre et qui était il était en admiration, donc il voulait faire la même chose. Et c'est là que moi j'ai envie de mettre aussi en garde un petit peu mes équipes et les pros de la petite enfance, c'est de dire quand on est en âge mélangé, attention, les enfants n'ont pas les mêmes compétences. Et du coup, c'est de se souvenir que quand on n'est pas un pour un, attention. Je pense que c'est un peu l'intérêt aussi du parcours où il y a un début et une fin quand on est avec un groupe de moyens grands, là je sors un peu du sujet, c'est de pouvoir aussi rester à côté de celui qui est sur le parcours. On ne peut pas en fait s'asseoir à côté, un peu plus loin, et on ne pourra pas réagir si l'enfant il fait un geste qui n'est pas du tout adapté à son niveau de motricité. Il faut vraiment rester à côté des enfants, quoi. Oui, de toute façon, dans tous les cas, ça c'est clair, dans tous les cas, on reste à côté des enfants. Et sinon, c'est ce que j'allais rajouter justement, de proposer un parcours aux petits quand les grands sont à une autre activité ou quand ils sont dehors. Et comme ça, justement, ça permet d'un petit peu plus séparer tout ça et de plus sécuriser. Moi, je pense qu'il faut quand même éviter de faire le parcours avec des tout petits et des moyens et des grands. Carrément. Bon, cette activité, on en entend quand même beaucoup parler dans les crèches et c'est vrai que les pros en raffolent, elles font aussi souvent des demandes de formation, tu sais, sur les parcours de motricité. Enfin, on appelle ça souvent la motricité en général, mais finalement, la motricité, ça recouvre beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un symbole fort, quoi, hein. Quand le parent, il voit par exemple les petites photos dans les cahiers d'activité et tout, il adore voir son petit en train de faire de la motricité. C'est à la fois le sport, le jeu, c'est dynamique. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu peux nous donner une idée plus précise de l'intérêt de cette activité? Alors les parcours ou même bouger, en fait, faire bouger, encourager les bébés à bouger, ça permet de favoriser vraiment la liberté des mouvements, ça leur permet d'explorer leur environnement. Le bébé, quand il passe par-dessus des obstacles, quand il se déplace, il apprend à adapter sa motricité en fonction des hauteurs, en fonction des textures. Évidemment, il ne va pas repousser le sol de la même façon quand il est sur quelque chose qui est un peu mou que quand il est sur quelque chose qui est un peu dur. Donc c'est super intéressant pour ça. Il expérimente différents déplacements, le ramper, le quatre pattes, se hisser, se baisser, se redresser.
Et du coup, c'est hyper bénéfique pour le développement de sa motricité globale. Il apprend à connaître son corps, à le maîtriser et ça lui permet bien sûr de développer du coup sa confiance en soi. Pour cette première activité, Sarah, donc la spécialité, comme tu disais, du psychomotricien, le parcours moteur, tu as donné beaucoup d'éléments qui, moi, me donnent envie de me lancer tout de suite avec les enfants de la crèche. Donc là, on parle d'enfants de moins de 12 mois, ce qui est quand même assez rare, hein. Souvent, on parle beaucoup des enfants qui ont une capacité motrice un petit peu plus avancée. Donc c'est ça que je trouve aussi intéressant. Là, on parle des bébés de moins de 12 mois. Tu nous as parlé du matériel en nous disant qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir investi dans beaucoup de matériel. Si on a des petites structures basses, c'est bien de les utiliser. Ça peut être, comme tu disais, des petites pentes ou des petits escaliers ou différentes, ce qu'on a en fait, parce que selon les crèches, il y en a plus ou moins de variétés. Mais on peut aussi utiliser des coussins, des cerceaux et un petit peu tout ce qu'on a dans la crèche pour faire des petits obstacles. Même juste un tapis, tu sais, on a beaucoup de tapis Ikea ou Esco dans les crèches. Quand on le replie, ça fait un obstacle, tout simplement. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu penses que pour les briques aussi en carton, ça peut marcher? Parce qu'elles sont trop mobiles peut-être pour les petits, hein. Là, pour l'instant, elles sont encore trop mobiles. Il peut passer par-dessus, mais bon, ça bouge quand même beaucoup. Mais pour l'instant, voilà, de les installer les unes à côté des autres ou les unes sur les autres, les mouvements sont pas encore assez précis. Même moi, hein, si j'essaie de passer à quatre pattes en alignant des briques en carton, je vais forcément les faire bouger. Donc ça, c'est vrai que je les utilise plutôt après. Plutôt pour les plus grands, ouais. Ok, alors ensuite, il faut qu'on choisisse notre horaire. Donc là, j'ai bien aimé ta référence au niveau d'état de vigilance chez le bébé. Donc, tu choisis le niveau 4 où il est éveillé et agité, où il a envie de se mettre en mouvement. Et il faut aussi que ses besoins primaires soient déjà pris en compte. Donc, qu'il n'ait pas faim, qu'il ait la couche propre et qu'il soit disponible pour son activité. Et c'est une activité qui, pour cet âge-là, va durer 5 à 10 minutes. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme fenêtre de tir. Et on va être très attentif aux signes de fatigue de ces enfants. Ensuite, sur le déroulement de l'activité, ce que tu nous disais, c'était de faire plutôt une déambulation, plutôt de les espacer, et qu'à cet âge-là, on ne va pas rechercher l'ordre, en fait, c'est-à-dire il part au démarrage de son parcours et il avance de façon linéaire, mais plutôt des possibilités dans un espace où il peut librement se déployer et déambuler sur un tapis. Et puis, bien sûr, tu nous as dit de faire très attention au taux d'encadrement, c'est-à-dire que si on n'est pas un pour un, on va devoir être un peu plus vigilant parce que il faut avoir le regard à droite à gauche un peu partout sur tous les enfants, rester proche d'eux, ne pas s'écarter, ne pas regarder ça à 2-3 mètres, mais vraiment rester au niveau de notre parcours et éviter de mettre des hauteurs trop élevées si on a plusieurs enfants à surveiller à la fois. Pour finir, ce que tu disais, c'est que c'est une activité qui est extrêmement riche, qui apporte un développement moteur énorme aux enfants. Ça développe la motricité globale de l'enfant. Et en ça, avec tout ce qu'il va pouvoir expérimenter, il va s'approprier son corps et gagner énormément en confiance en soi. Et ça, c'est pour toute la vie. Est-ce que j'ai bien résumé l'activité, Sarah? Tu as bien résumé. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est parfait. Je pense qu'on a tout dit. Bon, une fois que les enfants ont bien fini leur adaptation, je crois que les pros de la section bébé vont réussir à relever ce défi et mettre de plus en plus en place cette activité, le parcours psychomoteur, rien qu'avec quelques petits objets de la section. En 5 minutes, ce sera fait. Et pour les managers et les gestionnaires, si vous voulez les aider, moi, mon astuce, c'est de leur préparer quand même un plan d'action en leur disant, voilà, si tu n'as vraiment pas beaucoup de temps, tu peux faire ce petit parcours standard, donc en mettant tel coussin à tel endroit, etc. Comme ça, la pro, elle peut le faire très très vite, elle ne perd pas de temps à réfléchir à ce qu'elle va mettre en place si elle sait que ça ne va pas être une fenêtre de tir très longue. Alors Sarah, moi j'ai adoré cet épisode, donc je te propose qu'on passe à la suite avec notre deuxième activité. C'est parti ? C'est parti. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.